Alors bienvenue à tous à ce meet-up qui va parler de microservices, comme vous pouvez vous en douter, de la hype à la réalité. Donc en fait, on a tous eu des expériences diverses avec les microservices et on a tous été dans la hype, comme tout le monde au début où on nous a dit il faut faire des microservices. Et avec nos expériences, on a eu l'idée de faire ce meet-up pour vous partager un petit peu nos expériences. Du coup, on va vous en parler. Alors, on va se présenter. Non, du coup, moi, c'est Robin. Je suis DevOps. J'ai eu une longue expérience en tant que développeur PHP Symfony. Donc, j'ai été confronté avec plusieurs stacks microservices dans différentes missions. Alors moi c'est Nicolas, anciennement développeur PHP Symfony. Pareil avec quelques difficultés à mettre du microservice en place. Et maintenant je suis tout jeune DevOps depuis 2 mois. Et moi je me présente Sophanie, développeur back-end chez Mythic actuellement. Et du coup Noël, développeur back-end aussi, et chez Mythic aussi en ce moment. Du coup, dans ce meet-up, on va vous parler, donc ce sera rythmé par 4 grandes questions. Et à chaque fois, on va essayer de faire un format un peu interactif, c'est-à-dire qu'on va, comme une discussion, et puis à la fin, on vous demandera si vous avez des choses à rajouter ou des remarques. Voilà, comme ça, on s'est dit que ça pourrait être plus intéressant. N'hésitez pas si vous voulez partager vous-même vos retours d'expérience ou ce que vous avez pu vivre et tout. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. Tout à fait. Et puis voilà, à la fin, on prendra des questions qui seront plus générales. Et d'abord, on va commencer par étudier les questions une par une. La première question qu'on s'est posée, qu'est-ce qui fait que les équipes de développeurs ont envie de passer sur une stack microservice? Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette hype et cet engouement et que tout le monde... en tout cas, moi, j'ai beaucoup vu de microservices dans les différentes missions que j'ai faites. Et d'ailleurs, petit sondage, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais bossé avec des microservices? Bravo. Eh ben, tu as très bien choisi ce meet-up parce que je pense que ça pourra te servir pour la suite. Du coup, pour répondre à cette question, moi j'ai vu surtout 2 axes principalement au fur et à mesure de mes missions. Je vais prendre par exemple l'expérience que j'ai eue chez France Télé où en gros on bossait sur un monolithe et on avait une équipe qui était assez grosse, on était une dizaine de devs. Et c'était pas forcément évident à chaque fois de bosser sur le même projet, tous en même temps, parce qu'on se marche un peu dessus et tout. Et en plus, une équipe de 10 personnes, s'il y a des Scrum Masters dans le coin, diront que on peut pas faire de l'agilité avec une équipe de 10 personnes, c'est trop. Donc on s'est demandé en gros comment on pouvait avancer plus efficacement. Et du coup on s'est dit pourquoi pas switcher en microservice et du coup séparer l'équipe en 2. Et comme ça, en fait, ça nous permet d'avoir un scope plus restreint, mieux maîtrisé, et du coup d'avoir vraiment chaque équipe qui fait sa part de taf, et on peut bosser très facilement ensemble, et avancer dans le bon chemin, quoi. Pas se marcher sur les pieds, quoi. Exactement. Et l'autre truc, c'est, je sais pas si vous avez connu ça, mais t'as beaucoup de boîtes qui font des énormes levées de fonds, qui prennent plein de devs d'un coup, et qui créent ce qu'on appelle des feature teams, et du coup, dans le genre de cas, on va plutôt se tourner vers des microservices parce que ça permet en fait à chaque équipe d'avoir son scope, encore une fois, et d'être responsable de ces trucs et d'interagir. Enfin, quand tu as 5 équipes différentes, c'est plus simple, je trouve, d'avoir chacun un peu son petit projet avec ses responsabilités. Et en fait, ça permet d'avancer en même temps et de pouvoir progresser correctement, quoi. Moi, j'ai vu aussi des boîtes qui se tournaient vers les microservices pour plus dans un aspect refactoring, c'est-à-dire j'ai un gros monolithe, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de passer sur faire une refonte. Et en fait, c'est pas toujours évident, on veut pas tout refaire d'un coup, on n'a jamais le budget, ça c'est sûr. Et du coup, on se dit, on va passer sur des microservices. Comme ça, on va faire partie par partie. À chaque fois qu'on décide de refactorer une partie, on crée un nouveau microservice, on implémente la chose, on teste, etc. Puis ça nous permet de décommissionner au fur et à mesure le monolithe, sans avoir à faire une énorme migration d'un coup et risquer de péter toute la prod lors de la MEP. Voilà. Pour rebondir avec Robert, je suis totalement d'accord là-dessus. En plus des monolithes qui commencent à devenir gros, ça fait beaucoup de dépendances à mettre à jour, qui sont des fois un peu
pas compatibles les unes avec les autres. Donc beaucoup de complexité. Et puis il y a surtout le travail de la hype, toutes les boîtes américaines qui se sont lancées sur les microservices, Netflix, Uber Eats, etc. On les voit, on a envie de faire comme elles. Donc ça nous pousse quand même pas mal à se dire ouais, maintenant on part en microservices et on a envie de faire comme elles. Alors moi, de mon côté, c'était plutôt pour répondre à une problématique de scalabilité. En général, on va utiliser des microservices parce que c'est des services indépendants qui peuvent être scalés à la demande par rapport en fonction du trafic plus ou moins élevé. Puis il y a aussi le côté disponibilité, tout ce qui est un peu résilience de l'application, parce que quand un monolithe, il y a un problème dans le monolithe, tout fail, tout échoue et ça met directement l'application hors ligne. Alors qu'un microservice, c'est une partie qui va être indisponible et l'utilisateur ne le verra pas forcément. Donc c'est pour ça que le microservice est pas mal pour tout ce qui est résilience de l'application. En tout cas sur le papier. Oui. C'est vrai que c'est le but. Du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Est-ce que vous avez déjà vu des passages microservices qui ont, pour d'autres raisons Quand c'est fait dans la douleur ou au contraire. Ah mais ça, je pense que on n'est pas les seuls. Mais... Ah, c'est une très bonne question. Donc, est-ce que ça peut l'être, on peut décider de passer au microservice juste parce que ce sera plus facile de recruter des développeurs Moi, je pense que oui. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, parce que ça peut amener une diversité de langages. Et en fait, trouver des développeurs PHP, JS, Python, Go. On peut faire des microservices avec tous les langages qu'on veut, donc il n'y a pas de limite. Donc au final, on peut effectivement recruter plus facilement. Puis même rien que le nom, ouais. Ça fait un peu classe. On fait du microservice. Les gens généralement font ah trop bien. Mais je pense que c'est possible, mais en tout cas, c'est pas pour ça que les boîtes, la majorité des cas, je pense pas que c'est pour ça. Bah, je pense que c'est plutôt poussé par justement les devs. Plus. Mais en tout cas, c'est sûr que ça marche. Un microservice, on va dire que c'est une partie de code qui est assez restreinte parce que en fait, tu as vraiment un besoin prédéfini auquel tu vas répondre. Et du coup, ton code, en fait, il est restreint à juste cette fonctionnalité, on va dire. Donc en fait, c'est un code qui est réduit, qui est beaucoup plus maintenable et en termes de sécurité, c'est plus simple aussi à gérer. Et du coup, qui va interagir avec d'autres briques à côté pour pouvoir faire en sorte que ton application, au final, fournisse ce qu'elle a besoin de fournir, quoi. Bah non, parce qu'une bibliothèque, tu l'inclus dans un projet. La nuance, c'est que il y a une notion aussi de pouvoir déployer séparément et que ceux qui vivent, en fait, qu'ils aient un cycle de vie complètement indépendant, en fait. Alors que ta librairie, tu la déploies pas. Elle se retrouve dans chaque microservice ou dans ton monolithe. C'est partagé, c'est pas déployé. C'est ça. Ouais. Disons que ça, on confond peut-être un peu les deux parce que c'est des technologies, des paradigmes qui sont récents. Et donc maintenant qu'on fait une application, on a tendance à la containeriser. Donc, mais on pourrait faire un monolithe containerisé, il n'y a aucun problème. Même pas obligé. Tu peux en avoir une, mais t'es même pas obligé, ça dépend de ce que doit faire ton microservice. Enfin, je veux dire, si c'est par exemple de l'upload de fichiers, tu n'auras pas forcément de base de données, tu vois. En fait, c'est plus sur le partage de la même base de données, je pense. Moi, j'ai un client, on fait du microservice, mais on partage la même base de données. Donc, il y a les mêmes tables, il y a la même base de données. Je pense que ça, c'est le truc qu'il ne faut pas faire aussi. Très mauvaise idée. Ouais. En fait, les données doivent être dédiées au microservice et pas aller en dehors du microservice. Il doit pouvoir vivre tout seul si tu veux. Donc, en fait, tu n'es pas censé avoir accès à tout le reste, quoi. Tout à fait, ouais. C'est possible. Oui, c'est possible. Après, ça amène d'autres problèmes. Voilà. Et du coup, on parle de problèmes. Et du coup, on va parler des problèmes. On a enquêté. Prochaine question. Quels sont les problèmes que ça engendre, le fait de passer au microservice? Donc,
on a vu que ça promettait des belles choses. Et dans la pratique, nous, ce qu'on a vu, c'est pas forcément toujours. Enfin, il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas prises en compte. Bah déjà, par exemple, quand on parle de microservices, c'est-à-dire que forcément, ton microservice, il va devoir communiquer avec d'autres microservices, a priori, ou d'autres briques en tout cas. Du coup, ça veut dire généralement des liens HTTP. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir quand même une bonne connaissance du protocole HTTP, se renseigner un peu sur les RFC et tout, voir, pour essayer de faire un truc un peu carré et propre, parce que c'est toujours mieux, quoi. Et du coup, je trouve que généralement, on se lance un peu dedans sans vraiment avoir les connaissances nécessaires pour faire attention justement et prévoir les problèmes qu'on va avoir en termes de réseau. Mais aussi, du coup, vu qu'on ne peut pas faire que du réseau et du synchrone, je trouve que c'est important de connaître des systèmes asynchrones, donc par exemple des systèmes de queuing, comme RabbitMQ, Kafka, ce que vous voulez, qui permet justement en fait de résoudre ce problème-là et de faire par exemple des opérations lourdes tout en étant en microservice, mais en déléguant en fait des responsabilités à un système asynchrone et qui va gérer lui tous les trucs que en fait ton microservice il peut pas, parce qu'en fait si tu fais tout par microservice, t'as pas envie que ton client il attende 20 secondes devant son navigateur le temps que l'opération soit faite, quoi. C'est pas possible. Et un autre truc aussi qui est hyper important et je trouve qui est un peu sous-estimé, c'est tout ce qui est le monitoring des applications. Parce qu'en fait, monitorer un monolithe, c'est assez simple. Monitorer des microservices, c'est un peu plus complexe parce que du coup, faut vraiment se mettre d'accord pour que tous les microservices loguent à peu près de la même manière pour pouvoir s'y retrouver derrière dans ton Kibana, dans ton Datadog, whatever ce que tu utilises, et pour pouvoir justement débugger facilement et savoir en temps réel ce qui se passe sur tes applicatifs et quel est l'état de santé en fait de tes microservices, quoi. Ça, d'expérience, c'est pas toujours bien mis à place. Généralement, c'est un peu mis à la trappe, tu sais, tu le fais au dernier moment. Mais t'es très content quand. Mais il faut le faire. Voilà, Oui, faut le oui. faire. Moi, je vais reprendre la main, mais pour continuer sur la question qui a été posée sur les bases de données, il faut penser aussi à la consistance des données, parce que qui dit microservice dit plusieurs bases de données, avec des fois les mêmes informations. Et ça veut dire qu'à un moment, il y a une base de données qui doit être maître et qui doit avoir l'information principale et pouvoir la retransmettre sur les autres bases de données. Après, moi, ce que je vois aussi, c'est surtout la complexité sur les environnements qu'on peut avoir. Donc, effectivement, il y a la containerisation. Donc, on peut containeriser un microservice, mais ça peut être déployé sur juste une machine virtuelle, un EC2, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une équipe DevOps qui est capable de déployer son microservice facilement, d'en créer un aussi facilement. Parce que qui dit microservice, ça veut dire beaucoup d'éléments qui vont être ajoutés. Limite, une feature va devenir très rapidement un microservice. Donc, ça veut dire recréer toutes ces machines très rapidement. Et ça veut dire aussi avoir des process Git, des process de déploiement qui soient bien faits. On ne peut pas dire que sur une mise en prod, il y a un microservice A qui est en train d'être déployé, mais le microservice B est en attente et ils sont tous les deux interdépendants. Là, ça va commencer à faire crasher toute l'infrastructure. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment savoir que tel microservice est déployé avant de déployer le prochain microservice. Donc il faut bien penser à ça, c'est vraiment plus un problème de DevOps et de vraiment le séquençage de déploiement. Il y a un autre truc auquel on ne pense pas souvent, c'est après avoir maintenu une stack microservice pendant plusieurs années, je me suis rendu compte que c'était pas du tout facile de maintenir parce qu'on se retrouve avec toute une flopée de microservices et il y en a qui sont partis dans une direction, qui ont tenté telle techno, il y en a d'autres qui ont utilisé autre chose. On se retrouve avec des bases de code complètement hétérogènes qui ont chacun qui font à peu près, qui sont censés faire à peu près les mêmes choses. Au final, les équipes sont quand même pas très loin les unes des autres. Mais on se retrouve avec une hétérogénéité et dès qu'on a quelque chose à corriger, on doit réapprendre tout un tas de trucs. Alors qu'avant, en monolithe, on n'avait pas ce problème parce qu'au final, tout était au même endroit, tout évoluait en même temps. Et donc là, on se retrouve à devoir faire des... Ça demande une rigueur, quoi, Ouais. pour maintenir un peu le truc uniforme, enfin entre langages au moins, entre frameworks. Je sais pas combien il y avait une microservice, il y avait une vingtaine. À chaque fois, quand tu modifies un truc central, genre, je sais pas, tu modifies la CI pour que tout le monde fasse pareil, machin,
tu te retrouves à faire 20 PR. Voilà, enfin, à moins que après il faut sautiller, mais je trouve que ça rajoute beaucoup de complexité et de difficulté. Alors moi, dans mon cas, c'est plutôt tout ce qui est transaction distribuée. Parce que dans un monolithe, en fait, on a juste en général une transaction avec une base de données. Et la base de données, elle a ce côté acide qui nous permet d'avoir un échec total et pas partiel. Avec les microservices, on a introduit du réseau. Donc, le réseau, c'est pas fiable. Donc, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, quand on va faire une commande Amazon, on va appeler plusieurs microservices. Donc, il y aura le service commande, paiement, transport. Et ce qui va se passer, c'est que potentiellement, le réseau, il y aura des latences, des time-out, ça fail complètement. Et ben, ce qui se passe, c'est que le paiement, potentiellement, il a eu le succès, mais il n'a pas réussi à transmettre le succès au transport. Donc, ce qui se passe, c'est que la commande, elle est en fait à moitié bonne. Et ce qui se passe, c'est que c'est aussi très très dur de voir ces cas-là, ces cas de commande partielle. Ce qui se passe, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en général, on pense toujours que ça va toujours bien se passer. Donc, on ne va jamais régler les problèmes. Voilà, c'est ça. Tout va bien, tout va bien. Donc, ce qui se passe, moi, j'ai vu dans un cas, c'est qu'on avait un cron qui allait checker en base de données et qui faisait des requêtes pour savoir que la data correspondait bien dans chaque base de données de chaque microservice et que on ne se retrouvait pas avec un cas comme ça. Donc on savait qu'il y avait des potentiels cas où on avait des commandes partielles qu'il fallait résoudre à la main en plus. Et donc ça fait que ça fait des bugs, quoi. ça fait des bugs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les regarde et qui fasse des transactions compensatoires. Donc en fait, les transactions compensatoires, il y a un pattern pour les microservices, ça s'appelle les sagas. Et le truc, c'est que tout le monde en parle des sagas pour pallier à ce problème, mais c'est quand même c'est quand même difficile à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de métiers. Parce que si une transaction fail, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas rollback. Il faut demander au métier, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est plein de questions métiers aussi et pas que techniques. Et donc voilà, tout ce qu'on rajoute dans le code qu'on ne retrouverait pas dans le monolithe, et c'est quand même conséquent. C'est assez conséquent. Tous ces cas de fail, soit on fait comme si ça va pas se produire. C'est pas grave. Et le code il sera allégé, mais si on veut faire les choses bien, en général, ça demande vraiment beaucoup plus de code. J'aurais jamais vu des sagas. Les sagas, c'est des transactions compensatoires. C'est pas des rollbacks. Les crons là par exemple, ça compte. Tu sais, au lieu que tu ailles en base de données et que tu fasses tes requêtes à la main tout seul comme un glandu, en fait t'as un système qui te le fait tout seul, quoi. Qui fixe les problèmes de data. Rollback, comme il y a plusieurs bases de données. Donc il faut faire une transaction qui dit dans ce cas-là. Des snippets de SQL en gros pour. Après il y a plein de possibilités. Les sagas, ça veut dire transaction compensatoire, on va dire. Moi, j'ai eu un exemple récent. Tu avais une question pardon. Par rapport à ce que tu dis, dans ma conception des choses, c'est que en fait, l'architecture microservice est quand même très liée à un système de queuing qui va avec. Oui. Ouais. Parce que du coup, si tu abstrais la logique que tu passes par des jobs, en fait, quand ton job fail à cause du réseau, tu peux pousser un message dans ta queue qui dit retente de balancer. Oui, mais il y a un moment, potentiellement, tu peux plus retenter. C'est pour ça que tu as du monitoring derrière. Exactement. Et c'est pour ça tracer les choses d'une autre manière. La difficulté, c'est de bien séparer les cas où c'est une erreur technique d'une erreur fonctionnelle. Et parce que ton erreur technique, normalement, tu peux retry à l'infini tant que ça ne marche pas. L'erreur fonctionnelle, une fois, ça n'a pas marché une fois, je ne vois pas pourquoi ça marcherait dans 10 minutes. Donc, Oui, après, le truc, c'est que du coup, dans ton job, tu peux détecter, il y a eu un fail, tu as catché le fail, et du coup, après, tu peux itérer comme ça jusqu'à trouver une solution, entre guillemets, technique. C'est compliqué. Il faut bien y penser, quoi. En gros, quand tu le fais, en fait, faut s'imaginer et se dire, ok, attends, mais ça peut se produire, alors du coup, on fait quoi dans ce cas-là? Mais parfois, il y a du monitoring, mais on le regarde même pas. Ça, c'est un autre problème. c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'alerting. C'est hors scope.
Non, aucun versionning d'API. C'est juste, à un moment, on sait qu'il y a 2 codes qui sont sur un microservice et c'est tagué sur une branche. Et on envoie les microservices et il y en a un qui prend du temps et pas l'autre. Donc, du coup, s'ils sont dépendants. S'ils sont dépendants, par exemple, il y a une route qui est appelée par l'autre et elle n'est pas là, donc ça crée des 500 et Ok. ça peut, voilà. Ouais. Ou ça, c'est juste par exemple, tu rajoutes une nouvelle API, donc il faut bien que tu penses à déployer ton microservice ou que tu as rajouté la nouvelle route avant de déployer le code qui appelle la dite route, tu vois. Mais vu que c'est des équipes différentes, des fois tu peux avoir un petit micmac de mécompréhension et les mecs mettent en prod et tu fais ah bah nous on n'est pas prêts. Et du coup là, le mec il fait ah bah ta route elle n'existe pas. Juste, Bah oui, tu m'as pas laissé déployer. selon moi, un vrai microservice, justement, tu n'as pas ce problème parce que soit tu fais du versionning d'API, soit. Enfin, normalement, les microservices sont censés être vraiment indépendants du Je reste. te parlais d'une nouvelle route. Une nouvelle route? Oui, Normalement, ça ne devrait pas se produire. Normalement. normalement. Bah, normalement, tu communiques avec les autres, tu vois, t'as quand même un petit contact humain avec les autres équipes et tu te dis, bon, attends, je mets en prod là, toi, tu peux le mettre après moi, tu vois, genre en mode. Des fois, c'est dur de parler. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois ça m'a fait penser à 2 gros problèmes aussi. Le fait qu'il y ait une multiplicité des technos, ce qui est souvent, je trouve, qui est dur aussi, c'est le fait que potentiellement, si par exemple il y a un des services qui a été fait en Go, et que toi tu fais pas du Go, et qu'il y a un truc à corriger, toi tu sais que ça doit être corrigé, mais tu peux pas, ou tu vas prendre peut-être 2x le temps du mec qui fait du Go, et tu vas devoir attendre que la personne qui fait du Go corrige le service en Go dans sa feature team Tout à fait. pour pouvoir Bah, forcément, ça crée des dépendances. Enfin, tu es dépendant des autres équipes aussi Tout à fait, énormément au final, surtout dans l'histoire des feature team au final. Après, c'est plus aux équipes de PO de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est important ou non. Ouais, mais du coup, potentiellement un problème où avant, je sais pas si tu as par exemple tous tes microservices, ils sont en PHP ou en JS, et que ton équipe fait du JS, quelque part, peu importe si les effectifs dans l'équipe JS, je veux dire presque tu pourrais intervenir dans une autre équipe en disant, oui, c'est plus simple pour bon, interagir. je vais Ouais. fixer le problème, il n'y a pas de souci, alors que là, tu vas avoir la barrière du langage qui va quand même être vachement... Bah, c'est pour ça que généralement, les microservices au sein d'une même boîte, ils sont souvent sur la même techno, quoi. C'est assez rare. Mais des fois, non. Oui, non, mais ça arrive. Mais Ça c'est vrai arrive, que c'est quand même assez rare, j'ai l'impression. Enfin, les gens, justement, essayent de faire en sorte que. Essaye, en tout cas, de recruter des gens Ouais, c'est ça. qui vont faire un peu tout, mais des fois, justement, comme chez Radio France, il y a les équipes DevOps, il y a du Go, il y a du JS, il y a du PHP. Il y a quand même, ça fait déjà quand même une grosse variété. Et un autre problème qui va un peu avec aussi, c'est du coup les versions aussi des frameworks des différents microservices. C'est que potentiellement, je sais pas, tu fais du Next et puis tu commences à développer un truc et tu dis ah il y a Next 11 qui sort, il faut attendre, sinon on va devoir redévelopper ce truc là et du coup ça crée aussi une latence des fois je trouve. C'est marrant, j'ai exactement ce problème en ce moment. J'ai aussi chez Mythic. Pareil. Les montées en version de Symfony, tu sais, où tu fais ah, mais pourquoi celui-là il est en 2.8 Ce qui est marrant, c'est ça marche plus ça. Toutes les feature teams, On est sur PHP. ils ont tous des microservices différents, etc. Et toutes les feature teams vont essayer de migrer en même temps sur des nouvelles technos. Oui, et puis en plus Donc de ça, il y a des priorités différentes. Alors des fois, ils ne comprennent pas forcément. L'autre feature team ne va pas forcément comprendre que toi, tu attends après elle, qu'elle passe à la version de dessus. Ouais, ça, c'est autre chose. Toi, du coup, tu n'as pas envie de déployer ton code. Tu dis, ouais, je vais devoir le refaire et tout, qu'est-ce que je fais? Et puis du coup, des fois, franchement, des fois, ça crée même presque des tensions un peu, je trouve. Bah, c'est beaucoup de communication inter-équipe, quoi. Ouais. Puis pour moi, c'est des problèmes de PO et de. Ah non, mais vraiment. Le mec qui se dédouane, quoi. Non, c'est pas nous. Ah, on enchaîne. Ouais, du coup, là, on vous a parlé des problèmes. Et du coup, on va essayer de répondre à ces problèmes et d'essayer de vous fournir un peu des solutions ou des pistes de solutions pour éviter de tomber dans ces pièges. On n'est pas encore à cette question. Ah bon? Ouais. Non, c'est Regarde tes notes. non, on se pose juste la question de, Vas-y, c'est ça. de savoir, quand on veut passer sur une stack microservice, qu'est-ce qu'il faudrait avoir absolument en prérequis, à quoi il faut s'intéresser avant de franchir le pas. C'est pour peut-être ça la éviter les nuance. problèmes. Voilà. Je suis une entreprise, j'ai 3 développeurs en tout. Je ne passe pas en microservice. Pour moi, il faut absolument déjà qu'on ait que ce soit une assez grosse structure et qu'on commence à avoir une problématique de développeurs qui se marchent sur les pieds quand ils veulent faire des nouvelles fonctionnalités. Pour moi, ça ne sert à rien de vouloir passer au microservice s'il n'y a pas déjà des problèmes en fait, avec un monolithe
et notamment organisationnel, et le fait que les équipes se marchent dessus, qu'il y ait des conflits tout le temps, que ah ben non, vous avez fait ça, nous on voulait mettre ça en place, vous l'avez déjà fait, enfin ce genre de problème. Ce qui fait que déjà les microservices, ça apporte une vraie solution, c'est de séparer la responsabilité des équipes. Et donc là, on voit déjà un vrai gain financier, enfin, moins de perte de temps, etc. Donc ça, c'est le premier truc que je vois. Et du coup, pour rebondir dessus, je vais remettre une couche parce que pour moi c'est primordial. Le monitoring, c'est hyper important. Donc pensez bien quand vous faites des microservices, quand vous en mettez en place et tout. Imaginez-vous genre en mode je vais avoir un problème, parce qu'on a forcément des problèmes, mais comment je vais pouvoir débugger ce problème, quand je vais pouvoir trouver la cause facilement et potentiellement être alerté dès qu'il y a un souci ou m'en rendre compte très rapidement, quoi. Donc pour ça, si vous faites du PHP, Monologue se configure très bien pour gérer ça. Dans les autres langages, j'imagine qu'il y a des équivalents. Il faut en mettre partout. Exactement. Partout. N'hésitez pas à loguer énormément. C'est très bien de loguer. Cher. Ouais, mais ça, c'est un problème financier. C'est pas pour nous. Ça, tu verras avec les autres. Ils seront contents, c'est quand le bug, tu l'auras résolu en 5 minutes alors qu'il vient de se produire. Ils seront bien contents, t'inquiète pas. Du coup, t'as ça. T'as un truc aussi qui est primordial, je pense, quand tu fais du microservice, c'est d'avoir un bon architecte pour t'accompagner sur le découpage. En fait, un découpage microservice, c'est pas évident. On a l'impression que c'est facile, genre en mode, je sais pas, j'ai une partie user, je vais faire un microservice user, j'ai une partie comment, je vais faire un microservice order, machin. Mais en fait, ça peut très vite poser problème. Du coup, c'est important d'avoir un architecte qui a une vision vraiment globale du métier pour pouvoir prendre des décisions et se dire, ok, là, on va faire un microservice qui va gérer ça et ça, ici ça, du coup, ils vont communiquer comme ça et tout, et de vraiment garder, en gros, une vue sur comment on a découpé, comment ils vont interagir entre eux, parce que des fois, tu n'y penses pas, mais tu as des microservices qui se font appeler beaucoup plus que d'autres, et potentiellement, si tu n'y penses pas pendant le dev, tu vas te retrouver avec des temps de réponse dégueulasses, et ton microservice, il va être sous l'eau, quoi. Et pour avoir des responsabilités un peu vraiment bien partagées, et, qui sont bien gérés, c'est important de faire un bon découpage, quoi. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. Pour revenir un peu aussi sur ce que je disais sur tout ce qui est les connaissances en réseau, HTTP, tout ça, je trouve que c'est important d'avoir au moins une personne par équipe qui a ce genre de connaissances, qui peut le partager avec les autres, pour éviter justement de tomber dans les pièges évidents que les gens ne voient pas forcément, et pour pouvoir faire les choses entre guillemets bien, faire des beaux microservices bien comme il faut. Et un dernier truc, c'est vu que c'est plusieurs équipes différentes qui bossent sur plusieurs projets, c'est important que chacun ait sa CI et sa CD donc, pour déployer. Et qu'en gros, tu t'obliges à avoir des tests de validation. Vu que ton scope est réduit, tu peux te permettre d'avoir énormément de tests dessus et d'être sûr que ton métier en fait fonctionne bien, quoi. Alors moi, je te rejoins sur avoir un architecte bien logué, bien monitoré. D'ailleurs, sur l'architecture, il faut même schématiser à fond, avoir des choses, des beaux dessins à jour, les mettre à jour, de la documentation ça, c'est à jour. De les garder à jour, ouais, de ouf. Seulement, je te rejoins pas en fait sur la CI/CD parce que chez mon client actuellement, on est en train de mettre une CI/CD centralisée. Donc ça veut dire qu'en fait tous les microservices importe un workflow qui est dans un autre repository. Et en fait, par rapport à des fichiers qui sont trouvés, par exemple, on trouve un PHP Unit, on trouve un PHP CS, on va lancer un job spécifique, on va lancer les mêmes jobs pour déployer sur K8S, on va lancer les mêmes jobs pour tout ce qui est sur EC2, etc. Donc en fait, on a tout centralisé pour que tous les microservices après appellent cette CI est versionnée, et en fait, quel que soit le projet, que ce soit un projet JS, PHP, Python, en fait, ça va fonctionner à chaque fois. On aura toujours les mêmes stages, on aura toujours les mêmes phases de déploiement, etc. Mais tu as été obligé d'uniformiser un peu quand même pour que chaque commande fonctionne sur chaque microservice. Ouais, alors pour là, les lancer de la même manière, je veux dire. Ouais, on a un Makefile qui est standardisé. Donc en fait, on va avoir des targets qui vont être les mêmes partout. Que ce soit pour un projet JS ou un projet PHP, on aura toujours make-test CI et il sera toujours lancé. Donc on a la petite documentation qu'on met à jour. Bien. Voilà, pour dire voilà, cette target-là est faite pour ça, etc. Et ça marche très bien. Voilà.
Et donc, ouais, aussi dans le absolument à mettre nécessaire pour les microservices, c'est avoir ces process Git qui sont rodés comme il n'y a pas. Donc ça veut dire, s'il y a plusieurs équipes, les lead dev savent absolument ce qu'ils doivent faire, comment taguer les branches, les phases de déploiement, s'il faut merger sur develop, release, puis master, puis taguer, etc. Enfin, il faut vraiment se mettre des normes, des conventions. Et pareil pour les déploiements, savoir vraiment comment c'est fait. Juste, ça m'a fait penser à un truc, ce que tu as dit. Le fait que tous les microservices utilisent la même CI ou le même code, des fois. Parce que des fois, on pense à dire, mais tous les microservices, ils utilisent les mêmes classes en commun ou les mêmes objets. Ben, je vais faire une lib qui va être... Non, mais c'est pas une lib, ça. Voilà. Et en fait, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège du monolithe distribué, qui fait que on croit faire des microservices et en fait, on a tous les inconvénients des microservices sans les avantages du monolithe. C'est-à-dire que voilà, vous avez les problèmes de réseau, vous avez les problèmes de déploiement, vous avez tout ce qui ne va pas, mais vous avez l'impression d'avoir des microservices, alors que finalement, c'est toujours la même galère. Si vous avez un truc qui s'appelle Common Bundle, généralement ça sent mauvais. Ou lib entities. Ou Entities, ouais. Généralement ça pue, il y a un truc qui va pas. Voilà. On l'a tous vécu, hein, donc c'est pour ça. Peut-être que vous le vivez toujours d'ailleurs. Je le vis encore. Moi, je vous rejoins sur vraiment, il faut vraiment une bonne équipe, surtout d'infra, je dirais, infra et architecte qui sait découper, rendre les microservices indépendants pour éviter tout ce qui est monolithe distribué, qui sache vraiment bien les problématiques des systèmes distribués, c'est-à-dire les problèmes réseau. Le CAP théorème, c'est de savoir choisir entre haute disponibilité et consistance de données. Même il y a des nouveaux métiers comme le chaos engineering qui va mettre à mal les microservices en rendant, on va dire, quelques microservices indisponibles ou en diminuant ou augmentant plutôt la latence pour voir ce qui se passe dans l'application en elle-même, en tout. Qu'est-ce qui va se passer si, imagine, un microservice, on le shut down. Il y a plein de tests là-dessus sur les microservices, alors que les monolithes, on n'a pas. Parce que c'est soit ça tombe totalement, ou c'est up totalement. Mais les microservices, comme c'est partiel, il y a des cas de tests comme ça où on va essayer de mettre à mal, on va dire, l'app, pour qu'elle soit la plus résiliente possible. C'est facile à mettre en place, ça? Je pense qu'il y a un métier qui s'appelle Chaos Engineering. Donc, tu vas sur AWS et tu appuies sur Off sur les machines random. Tu fais, allez, toi tu t'éteins. Ouais, bah ouais. Ouais, il y a Netflix, ouais, aussi, ils ont fait un super article là-dessus. Ouais. T'as Monkey Cows? Ouais. Ouais. Toi tu vis, toi tu meurs. C'est ça. Ok, est-ce que ça fonctionne? C'est les deux. En fait, tu es obligé d'avoir le métier à la base quand tu prévois ton découpage, parce que tu es obligé de scoper un peu tous tes domaines que tu as, genre en mode quelles sont un peu toutes les parties qui composent ton application, et d'essayer de voir, ok, bah du coup, est-ce que ça on en fait un microservice ou est-ce qu'on en fait deux, tu vois. Mais c'est important au début d'avoir le métier avec, enfin les PO quoi. Le bon initiateur c'est le métier, et en second facteur... Et après, en fait, c'est l'archi en fait qui va voir, je pense, en faisant le découpage, s'il y a des trucs déconnants, s'il y a besoin de séparer encore au niveau technique certaines briques ou quoi. Quitte à ce que ça soit invisible pour le métier, tu vois, finalement, c'est pas trop grave. Mais faut quand même que ça soit respecté. Enfin, c'est important de bien connaître son périmètre et après de découper proprement derrière, quoi. Peut-être que les deux sont liés, en fait. Parce que, je sais pas, en général, le facteur limitant en niveau perf, ça va être la base de données, je sais pas, qui n'est pas capable d'ingurgiter 1000 requêtes par seconde, j'en sais rien. Donc si tu t'amuses à faire des grosses jointures avec plein de tables différentes et ça va te bouffer de la perf. Alors que si tu as bien découpé tout dans microservice, il n'y a pas besoin de faire de jointure, tout est déjà là. C'est une idée, je sais pas ce que vous en pensez. Puis chaque microservice a sa base de données. Du coup, tu as une base de données qui est vachement réduite comparée à... Enfin, généralement, tu fais très rarement des jointures, quoi. Si tu fais une base de données unique pour ton microservice. Ce qui est recommandé. Parce que tu sépares les métiers, encore une fois. Tout à fait. Oui, alors ça dans certains cas, tu vas faire
de la STIG, Mhm. de l'imagerie, quand tu gères de l'imagerie satellite, où tu gères des gros rasters de data Ouais. pour faire du machine learning derrière, dans ces cas typiques de microservices, ça peut être intéressant à penser, pas se dire que la base elle va pas être trop grosse. Dans certains cas, la base va être trop grosse parce que tu es obligé de stocker des rasters, et dans ces cas-là, tu dois, même si tu prends la logique microservice, tu dois quand même venir potentiellement foutre du Mongo derrière et faire du sharding parce que Oui, tout à fait. Mais après, ça, c'est une problématique technique, tu vois. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ton microservice, du coup, il va gérer que ça. Oui, mais du coup, si tu es passé en microservice pour te dire j'ai ma base et pour isoler, c'est-à-dire d'un point de vue purement tech, je parle, sans parler des autres points, tu te dis au final, si j'avais un monolithe que j'aurais fait du sharding, ça aurait fait un peu la même chose, ça aurait coûté plus cher. Mais... ça coûte plus cher, oui, parce que tu as toute la base de données à sharder, quoi. Oui, mais ça aurait pu marcher, donc te dire je vais changer tout mon monolithe. Ah oui, non. Ok. Moi, je vois ça aussi comme un moyen de simplifier en fait, les responsabilités. Donc, quand tu as un microservice qui est responsable de sa base de données, eh ben, comparé à un monolithe où il y a potentiellement plein d'endroits qui touchent à la data, ton microservice, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de code, tu vois plus les endroits qui modifient, par exemple, la data. Et donc, tu as le contrôle. Alors que dans un monolithe, quand tu veux faire un refacto, tu vas un peu... Et tu as beaucoup moins de requêtes, donc en gros, tu peux analyser très vite en gros les requêtes qui sont faites, quelles sont les problématiques et tout, et c'est plus simple à gérer en fait, finalement. Ouais. Une question, là on parle de ce qu'a fait le nécessaire pour la mise en place, mais en fait, moi ce que je me demande, c'est quand on est sur un projet, on est par exemple un monolithe, on parle de passer en microservice, donc il y a toutes ces choses à prendre en compte, mais dans la réalité, on ne peut pas arrêter le projet, prendre tout le monde et dire on fait du microservice, donc on découpe par exemple le monolithe en 5 parties. En général, on le fait au fur et à mesure. C'est mieux de le faire au fur et à mesure. Du coup, dans cette optique-là, typiquement le sujet de la base de données, quand on le fait au fur et à mesure, potentiellement, on ne va pas tout de suite prendre une partie de la base de données. Ça peut être un peu violent. Ouais. Mais du coup, comment, dans cet état d'esprit-là, comment il faudrait prendre la chose Déjà, ta première étape, je pense, ça va être de limiter tes lectures et écritures dans la base de données que tu veux isoler, pour que ça soit fait, par exemple, qu'à un seul endroit. Parce que déjà, ça veut dire que tu vas apprendre tout ton métier et tu vas le mettre qu'à un seul endroit. Donc, il n'y aura que ça qui va appeler cette table, par exemple. Du coup, déjà, ça va être beaucoup plus simple d'isoler tout ça et pour toi, après, pour migrer. Et après, tu as plusieurs manières. Genre, tu peux commencer en lançant un microservice à côté qui fait la même chose, tu vois, parce qu'en fait, tu auras isolé tes requêtes, donc tu peux les remettre très facilement dans ton microservice. Tu peux faire en sorte que, en gros, ton code, il appelle les deux à la fois pour remplir les deux tables, et après faire un rattrapage de données, et après tu bascules la lecture sur la nouvelle. En gros, tu gardes la lecture sur ta table principale parce que c'est elle qui a toute la data. Tu fais de la double écriture provisoirement, et après tu fais une migration des données anciennes pour que ta table soit full, tu vois, une fois que... En plus, ça te permet de bêta-tester un peu ton microservice, ça te permet de voir, en gros, est-ce que ça fonctionne bien, qu'est-ce que tu peux améliorer et tout. Est-ce que ça marche pareil qu'avant? Ouais. Est-ce que les données sont identiques? Oui, déjà, ça c'est important. Ouais. Ça va aussi dans les problèmes liés au passage en microservice, parce qu'il y a toute une période où tu te retrouves avec des champs legacy, où tu dois mixer entre deux points ta data, et ça... Ouais, mais c'est pas le plus chiant au final. En fait, tu vas faire beaucoup de comparaisons à ce moment-là. Donc au final, c'est là où tu vas voir en fait tous les problèmes de ton microservice et comment tu as développé comme de la merde. Et là où il faut que tu te rattrapes. Oui, potentiellement. Ouais. C'est pas contre toi personnellement, mais... On te regarde, Vincent, on te regarde. Attends, il y avait JB avant. Justement, dans le principe d'un monolithe qui est en train de migrer vers une architecture plus microservice, sur le retour d'expérience que j'ai, c'est pas véritablement des microservices, faut pas que je me voile la face. Mais on pourrait je me retrouve avec des mini-monolithes. Je ne vais pas appeler ça microservice, mais qu'il y en a un qui est un CRUD lié à l'admin, un qui est une gestion plus fine d'un workflow de soumission, et un qui est de la statistique. Mais c'est les mêmes tables et c'est le même objet métier derrière. Ah oui, ça c'est pas bon. Ça c'est un mauvais découpage du coup. Voilà, c'est un mauvais découpage. Tout à fait. Dans une solution face à ce problème-là, l'actuel état des lieux, c'est que la base de données est vraiment martyrisée. Ouais, de ouf. Est-ce que ma solution pourrait être d'isoler le domaine métier de cet objet et de faire un microservice
strictement de gestion de la base de données et que lui en fait sert d'intermédiaire pour au moins faire un premier mur avant d'isoler la base. Bah déjà, je te dirais que faire de la stat sur les tables que tu utilises, c'est pas une bonne idée. Généralement, si tu veux faire de la stat, tu sors tes datas, tu les fous dans une vraie base de données qui fait de la data, voilà, et là tu fais des stats dessus, tu vois. Déjà, ça va te limiter un peu tes lectures dessus, ça va être cool, et les requêtes cheloues que tu peux faire, mais... Ça, j'ai peut-être mal exprimé, est-ce que ça paraît une bonne chose d'avoir un microservice qui s'occupe strictement, qui prend en sa charge la partie ORM, entre guillemets, Ouais. de plusieurs microservices pour garder cette charge sur un domaine métier? Tu parles d'un découpage technique? Ouais. J'ai jamais vu ça. On commence à avoir une idée qui est de faire un microservice strictement de lecture-écriture de la base. J'ai un peu de mal à tâcher pour ça. C'est pas un... Pose-toi la question peut-être de savoir si jamais j'ai une feature implémentée ou quelque chose à changer, combien de PR je vais devoir faire. Et en fait, si tu dispatches techniquement et tu dois modifier un truc qui traverse toutes les couches, tu dois changer tous tes microservices. Alors que si tu as un microservice qui gère un truc métier, dans la plupart des cas, tu ne changes que celui-là. C'est déjà plus simple. C'est une super question, justement qui fait la transition avec la partie d'à côté. Merci. Alors si bien sûr personne n'a rien à ajouter de plus, ou alors il y a des questions à la fin si vous voulez. Du coup, quelles sont les alternatives? Voilà, aux microservices. Attends, tu vas voir. Je t'oublie pas. Du coup, on s'est aussi posé la question, c'est bien de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, mais dans le cas où on n'aurait pas tous les critères qui justifient la mise en place des microservices, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu peux lister ce qu'on a mis comme alternative? Oui, alors on a disclaimer, il n'y a pas de solution miracle. On va pas vous dire, voilà, faites comme ça, vous rentrez chez vous, demain au boulot, vous faites, c'est bon, j'ai fini, tout est parfait. Non. On a des pistes, et justement, on parle du monolithe modulaire. Donc c'est pas au sens monolithe distribué où tu vas avoir des simili microservices dans des bases de code différentes qui sont déployées individuellement, mais tu aurais plutôt un monolithe. Donc tu gardes ton code à un seul endroit, dans un seul repo par exemple, ou plusieurs, mais l'idée c'est de ne pas devenir trop petit, quoi. Et à l'inverse du monolithe distribué où c'est des bases de code différentes, donc là c'est la même, et tu vas essayer d'organiser ton code en différents modules qui auront chacun leur responsabilité. Donc au final, ça revient un petit peu à faire des microservices, mais dans la même base de code. En fait, tu vas faire le même découpage que tu aurais fait pour un microservice, enfin pour des microservices, sauf qu'au lieu de les faire dans des projets différents, tu les fais au sein de la même base, et par exemple, tu utilises l'archi hexagonal pour bien séparer tes domaines différents, respecter justement les interactions entre les domaines. Donc par exemple, je sais pas, ton domaine user, il va pas faire une jointure sur je sais pas quelle table, il va appeler un autre repo qui lui va s'occuper spécifiquement, je sais pas, des commandes ou n'importe quoi. Et du coup, en fait, tu vas réorganiser, comme disait Robé, ton code, mais au sein du même monolithe. Mais en respectant les dépendances, quoi. Ce qui est important, c'est de ne pas te retomber dans le piège du code spaghetti où ah bah tiens, je suis dans le module, je sais pas, utilisateur, j'ai envie d'utiliser les factures, je vais piocher directement dedans, donc du coup tu importes du code qui est directement dans un autre module. Ça, il ne faut pas, enfin, il faut éviter. Du coup, il faudrait passer par des abstractions pour pas que ton code devienne du spaghetti. Et on se pose toujours les mêmes questions que sur les microservices, c'est-à-dire comment on découpe, mais on s'enlève une grosse épine dans le pied qui est l'aspect distribué, donc la couche réseau, les différentes bases de données et du coup les transactions, etc. Tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais bon, c'est pas non plus une solution miracle parce que justement comment tu déploies indépendamment les trucs, ça répond pas vraiment à cette problématique-là. On se dit que maintenant les ressources avec le cloud et tout, les ressources CPU, tout ça, c'est vraiment accessible. Du coup, on n'est pas à quelques mégaoctets près
sur le disque, on peut se permettre de déployer plusieurs fois la base de code sur des machines différentes, sur des lambdas différentes, j'en sais rien. Si tu as géré la concurrence. Oui, bon, ça, C'est un autre débat. ça c'est comme disait monsieur tout à l'heure, c'est un autre débat. Comment faire de la concurrence? Je pense pas que... ouais. Alors du coup, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Pas exactement, tu as redéfini sur le monolithe. Ouais, en fait, les appels, mais, le seul truc qui est différent entre le monolithe distribué, donc c'est-à-dire oui, le fait qu'on croit faire des microservices, mais qu'en fait, on essaye au bout d'un moment de mettre en commun du code le plus possible parce qu'on se dit qu'on va gagner du temps. Mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée parce que en fait, on revient au monolithe en se mettant les mêmes problèmes que les microservices. On l'a vu. C'est comme ça qu'on le voit, nous, dans toutes les expériences qu'on a Moi, j'ai vu eues. très récemment chez Mythic où on est en train de virer tous les bundles qu'ils avaient fait parce qu'en fait, c'est trop chiant à gérer. Et déjà qu'ils ont on a combien 25-30 microservices, je sais plus. Et ils avaient genre en mode, je sais pas, 20 librairies ou 30 librairies. Et tu fais, mais en fait, c'est impossible à maintenir, tu peux pas en fait. Et surtout, tu rajoutes forcément un peu de logique métier dans ces trucs-là qui sont après partagés et tout. Et c'est l'enfer. Du coup, il vaut mieux faire des trucs plus petits, plus restreints, mais qui gèrent eux-mêmes les trucs. Ou alors qui utilisent des bundles tiers, tu vois, mais pas faire des common bundles ou des... je sais pas comment tu veux l'appeler. D'accord, mais sur la transition, et indépendamment ensuite de l'interfaçage entre ce qui était ton monolithe avant et une future fonction déportée, le tarif, est-ce que ce que vous faites, c'est un gros fork, je dégage une partie logique, j'enlève tout ce que je veux pas, et à la fin, j'ai un truc qui marche à peu près, que je pourrais rapide, et après, je peux itérer dessus, éventuellement même changer la techno. Je te dirais de le faire au fur et à mesure. Ouais. Enfin, faire un gros refacto, c'est jamais cool. Déjà, tes potes vont te détester pour faire la review, tu vois. Ils vont faire 200 change. Ah ouais, non, je fais pas la review, tu vois. Donc, Il faut juste approuver. Hein. Ouais, c'est ça. Je te dirais juste de le faire au fur et à mesure. Et en fait, quand tu pars d'un monolithe, un peu comme il disait en code spaghetti, ce qui est cool en première base, c'est déjà de faire énormément de tests fonctionnels sur ta base de code. Parce qu'en fait, tu sais pas forcément ce que ça fait et tout. Donc c'est vraiment de s'assurer que c'est assez couvert. Et après, tu refactores au fur et à mesure les petits trucs. Genre à chaque fois que tu dois toucher à une classe, bah en fait tu la mets au bon endroit, tu vois, ou tu fais en sorte qu'elle soit modifiée pour que ce soit un peu plus clean, ou séparer un peu la logique, tu vois. Il y a des outils de tests automatisés qui permettent de vérifier que telle ou telle partie du code ne dépend pas d'une autre partie. Donc ça peut t'aider justement à te forcer à ne pas faire l'erreur de tout mélanger et au final de se retrouver avec les mêmes problèmes qu'avant. Et puis en ce qui concerne la transition, au final c'est un peu comme les microservices. Les microservices, soit tu démarres tout en même temps, soit tu fais petit à petit. En général, les équipes n'arrivent pas à faire du tout d'un coup parce qu'on leur dit non, parce que ça coûte des sous quand même. Il y en a pour 6 mois de dev, généralement ils sont pas contents. Oui. Tu fais non. 6 mois de dev et on n'apporte aucune fonctionnalité en plus. Ça vous va? C'est pas évident. On crée des bugs. Et il y aura des bugs. Pas toujours. Quand c'est bien fait, des fois tu peux... C'est la petite surprise. Ça m'est déjà arrivé. On a parlé, donc du coup, une solution possible, ce serait de mieux organiser son monolithe. Après, on avait d'autres idées, comme il y a des mots qui viennent à la mode maintenant. Microservice, c'est plus trop, ça n'a plus trop le vent en poupe, j'ai l'impression. Et du coup, maintenant, on entend parler de macroservices, on entend parler de mini-services, de nano-services. De lambda. Lambda. Du coup, de ça, moi, j'ai pas d'expérience avec, donc je peux pas trop vous en parler. Je sais pas si quelqu'un parmi vous en sait plus, mais bon, l'idée c'est on a vu que le monolithe c'était trop gros, on a vu que le microservice c'était peut-être trop petit. Alors, est-ce qu'on va pas essayer de faire un truc entre les deux et tout ça? Donc là, bon Ou de faire encore plus petit justement en faisant que des lambda. Voilà. Mais là, du coup, à gérer, c'est un peu complexe aussi, quoi. Ça va forcément apporter d'autres problèmes. Mais... Au lieu d'en avoir 20 des microservices, t'en auras 50, quoi. Non, plus Oui. 1000, 2000. Donc du coup, pour récapituler, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? C'est déjà, je ne sais pas si vous connaissez l'architecture hexagonale, le DDD, ce genre de choses. Ça aide à bien structurer son code. Et
à bien définir le domaine et du coup le métier et tout. Et du coup, c'est une bonne première étape, en tout cas, pour migrer et tout, généralement, de refactor un peu son code en se basant sur ces principes-là, quoi. Que ce soit en microservice ou pas. Ouais, d'ailleurs. tout à fait. Ne pas partager ses bases de données entre les microservices. Très important. Ne pas faire de common bundle, de l'identity, Voilà, toutes les leads partagées qu'on peut trouver dans des projets. Bien monitorer. Bien monitorer, ça, dans tous les... Mais du coup, en microservice, c'est beaucoup plus compliqué, quand même. Donc, je sais pas, vous avez, chez vous, vous avez des outils qui vous permettent de corréler les requêtes entre les différents microservices, de voir toutes les couches que ça traverse? Non? Un common bundle. Non. Dans le common bundle. On a un common bundle qui fait quoi. Quel enfer. Tu travailles chez qui déjà? Une petite boîte que tu connais. Ah ouais, c'est vrai.